Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est-il pas condamné à la ruine? Interrogation du jour autour des défis de la consommation locale dans l'espace UEMOA. Nous en parlons avec trois personnes ressources que j'ai l'honneur de vous présenter. D'abord, en blanc, Monsieur Fossou Pondoho Lawson Hecheli. Il est le directeur de l'Agence nationale de la normalisation du Togo, ATN. Nous sommes aussi avec Moïse Payenam Pitassa. Moïse est le président du réseau pour la promotion de l'agroalimentaire en Afrique, REPA Afrique. Et notre troisième invité, Emmanuel Yao Sogadji. Lui, il préside la Ligue des consommateurs du Togo. Chers invités, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Merci. C'est un plaisir. Pour commencer, je voudrais, pour planter le décor, voir s'il existe des données, des statistiques, des indicateurs en termes de consommation locale. Est-ce qu'on a une idée? Est-ce que les Africains en général et les populations de l'espace UEMOA consomment peu ou pas du tout local? Je commence avec vous, Lawson Hecheli. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Première des choses que je tiens à rappeler, sur le plan national, je n'ai pas accès aux données de l'Institut. Mais par contre, les données de la commission de l'UEMOA, il s'avère que dans l'espace, les échanges et la consommation de nos produits entre les différents États ne dépassent pas 15% pour un marché de 120 millions d'environ de personnes. Ce qui suppose que si nous voulons peut-être augmenter nos produits intérieurs bruts, il va falloir augmenter notre consommation de nos produits localement. Ça veut dire que nous devons mettre l'accent sur les statistiques et collecter les données qui permettent d'asseoir une politique qui prend en compte la consommation locale. Mais si nous prenons les 15%, est-ce que c'est peu? Est-ce que c'est minime? Est-ce que c'est acceptable? Mais par rapport aux autres régions qui se développent facilement, il faut aller vers 50 à 60%. Exemple de l'Union européenne, c'est aux environs de 60 à 65% de ce qu'ils produisent dans l'espace de l'Union européenne qu'ils consomment eux-mêmes. Et après, le reste est déversé à l'extérieur. Mais comme on dit souvent que nous sommes aussi le premier partenaire de l'Europe, je ne le pense pas trop parce que les Africains représentent à peine 5% des échanges avec l'Europe. Ça, c'est aussi des données qui sont là, qui sont tangibles, qu'on peut regarder. Mais par contre, nous devons asseoir au niveau de nos États un certain nombre de politiques qui consistent à promouvoir notre produits locaux, c'est-à-dire que ce soit des produits d'origine vestimentaire, des produits d'origine agricole, etc. Il va falloir asseoir une politique. Même des produits immatériels parfois. Ah oui, non, et même surtout les produits immatériels. Bon, pour ne pas parler quelqu'un qui parle de nos vaudous, nos cultures, etc. C'est des choses qui sont très importantes. Les gens aiment bien consommer les produits immatériels aussi également. Et ça, c'est quelque chose qui ne contribue pas beaucoup à notre produit intérieur brut. Et je pense que il va falloir peut-être qu'on visite. Bon, dans l'esprit général, on parle des états généraux de la consommation locale. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut peut-être y mettre en place. Dans la seconde partie, on évoquera ce qu'il faut mettre en place pour relancer cette consommation locale. Mais Moïse Pitassa, est-ce que vous avez, en l'absence de statistiques précises sur la question, est-ce que vous avez l'impression qu'on consomme peu localement? Merci beaucoup. Monsieur Lasson vient de planter le décor sur les études qui manquent cruellement pour évaluer la consommation locale, que ce soit au niveau du Togo ou que ce soit au niveau de l'UEMOA en général. J'ai suivi le 3 octobre passé l'intervention du commissaire général de l'UEMOA, le président de la commission de l'UEMOA, qui disait que selon leurs statistiques, qu'il y a d'année en année une régression de l'intérêt porté aux produits locaux au sein de l'Union. Ah, ça va même en décrescendo. Voilà, donc d'année en année, l'intérêt pour les produits locaux diminue. Et c'est ça même d'ailleurs qui a poussé l'UEMOA à mettre en place ce mois de la consommation locale. Donc, à partir de là, je pense que c'est de secret pour personne. Nous tous, nous voyons autour de nous que l'intérêt pour les produits locaux vraiment baisse. Et c'est ça même qui se traduit en chiffres par rapport aux échanges commerciaux au niveau des régions, au niveau de l'Afrique tout entière. Alors, Emmanuel Sogadji, je risque de changer de dénomination à votre association. Je vais l'appeler
Ligue des consommateurs, Ligue de la consommation locale faible. Non, on peut garder le même nom, mais aller vers la promotion des produits, la consommation des produits locaux. Et par rapport à ce que les deux collègues, le directeur et le camarade Moïse vient de dire, c'est une triste réalité. Et pour pouvoir mesurer la faiblesse de la consommation des produits locaux, je nous renvoie dans nos maisons. Et en prenant l'exemple de lundi jusqu'à samedi, combien de mets nous consommons et dont les matières premières, dont les produits qui rentrent dans la préparation de ces repas-là sont de production locale. Et lorsque vous allez peut-être dans les villages, vous allez dire que les gens consomment plus la pâte, les gens consomment plus les pâtes sur la base du mil, du sorgho, ainsi de suite. Mais il y a beaucoup d'ingrédients, beaucoup de choses qui sont importées. Ce qui fait que par rapport aux villages et aux villes, nous qui sommes dans les villes, nous consommons plus ce qui est de l'extérieur que ce que nous importons, ce que nous importons de l'intérieur du pays, c'est-à-dire des villages, des fermes que nos frères et sœurs qui sont restés au village produisent. Et donc, en faisant cette analyse, on se rend compte que nous avons peu de culture pour la consommation locale et qu'il faudrait que nous puissions aller vers la promotion des produits locaux. Tel que les autres l'ont déjà dit, ce n'est pas seulement du plat à la bouche qui est la consommation. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut appeler consommation locale? Est-ce que ce sont les produits faits par des locaux ou des matières premières peut-être importées et transformées sur place? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme local, produit local? D'où la question d'une assise nationale pour faire l'état des lieux et faire des propositions avec tous les acteurs possibles en matière de la production locale et de la consommation locale, redéfinir les termes. Est-ce qu'au Togo, lorsqu'on dit consommation locale, est-ce que ce sont les produits qui sont produits uniquement au Togo, ou bien il y a aussi les produits produits uniquement et transformés au Togo, parce qu'il y a certains produits dont la transformation nécessite l'importation d'autres produits, d'autres matières premières de l'extérieur. Et donc, on doit s'asseoir pour faire toute cette définition-là et le mettre dans l'arsenal juridique togolais. En ce moment, on ne va pas dire consommer locaux pour que consommation locale pour que les gens puissent dire nous on est en train de produire du jus de tel type de jus, alors que tout ce qu'on est en train de prendre pour fabriquer ce jus-là sont importés d'ailleurs. Ou bien nous sommes en train de faire de la bière, alors que tout ce qu'on est en train de consommer pour produire du bière, dit que c'est au Togo on a produit, c'est local, bien sûr, mais avec quoi vous prenez pour produire? Donc ça dépend de la manière dont nous allons définir tous ces aspects-là. Et c'est le plus important pour nous en ce qui concerne le consommer local. Sans ce préalable-là, on risque de ne pas pouvoir bien cerner la notion de consommer local et on risque de tergiverser et de tourner en bourrique sur cet aspect. Oui, tout à fait. Je vais renvoyer la question à M. Lawson-Echeli. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par consommation locale? Un véhicule assemblé sur place, chez vous, avec des pièces détachées, importées. Est-ce que c'est un produit local? Du chocolat fabriqué en France avec du cacao ivoirien ou burkinabé, est-ce que c'est un produit local? Bon, alors, je vais vous ramener toujours à la norme. Que dit la norme? Un produit ou service fabriqué local, même si vous avez des choses qui sont importées, on considère que la plus-value a été faite dans le pays où l'assemblage a eu lieu. Donc, ce qui suppose quoi? Vous ne verrez jamais à travers le monde entier une seule industrie ou automobile où toutes les pièces sont fabriquées par le pays. Ça n'existe pas. Mais c'est estampillé Made in America, Made in France, Made in China. Mais ces matières ont subi beaucoup de transformations, font beaucoup d'allers-retours, ont traversé plusieurs frontières avant d'arriver à un produit final brut pour le consommateur. Oui, c'est même valable pour les avions. Le Boeing, par exemple, tout sans exception. Pièces détachées. Tout sans exception. Mais par contre, et je pense qu'il va falloir peut-être que nous repensons le concept de consommer local. Le concept doit être basé sur des produits sains pour des consommateurs sains. Ça suppose que dès l'origine, quel que soit le type de produit, qu'on mette en place une norme qui permette à tout le monde de faire confiance aux produits. Le problème de consommation doit être pensé, on consomme quoi? En quoi nous avons confiance? Si le consommateur lambda n'a pas confiance à un produit, il ne va pas consommer. Donc pour consommer, il nous faut forcément redéfinir
de quelle manière nous voulons aller vers la promotion de nos produits. C'est-à-dire que dès le départ, il va falloir qu'on s'asseye pour identifier les différents produits que nous pensons qu'il faut nécessairement que ça soit priorisé par rapport à d'autres. Je peux donner des exemples plus tard, mais je crois que le problème du fait que tout à l'heure, comme l'a dit M. Sogadi, où on a des problèmes de consommation en ville différentes des consommations des zones périurbaines ou bien rurales, mais serait essentiellement dû au fait que les paysans vivant dans leur milieu à eux, ils prennent en priorité par rapport au pouvoir d'achat ce qui est accessible à eux. Et les gens qui sont dans les zones urbaines, ce qui les intéresse, c'est les produits en qui ils ont confiance et qui sont accessibles quel que soit le prix. Voilà, c'est deux pensées qui sont carrément diamétralement opposées. Mais moi, mon problème de fond, c'est à dire que l'UMOA ayant déterminé la ligne, la direction, il revient à chaque pays de définir dans quelle mesure le Made in Togo peut être promu. Parce que l'UMOA, lui, en parlant au mois d'octobre 2019, qu'on instaure ce mois de consommation locale, la vision, c'est de faire en sorte que, au moins une fois dans l'année, tout un mois, que tout le monde soit sensibilisé et soit au fait des choses qui permettent de réduire un peu notre balance commerciale, qui est déficitaire dans presque tous les pays. Je maintiens en disant que quand l'UMOA pense Made in UMOA, le Togo doit penser Made in Togo. C'est pourquoi l'année dernière, il y a eu la foire Made in Togo. Mais la foire, c'est bien, promouvoir, c'est bien, mais c'est consolider le Made in Togo avec un label visible qui est reconnu comme tel, qui va être mis à côté du Made in UMOA pour qu'on sache que le Made in Togo là vient de UMOA. Et ensuite, il y aura sûrement le Made in ECOWAS, CEDEAO et le Made in Africa. La vision que les gens ont du développement doit baser sur la traçabilité, la normalisation et la labellisation. Il faut qu'on arrive à comprendre dans notre pays particulièrement que tout projet qui n'a pas comme sous-bassement une norme et une propriété intellectuelle labellisée, quand on dit Made in Togo, ce n'est pas juste un slogan, ça doit être une marque, ça doit être un objet visuel que tout le monde doit y adhérer et se dire que quand je vois ça sur un produit, je sais que ça s'est fait au Togo. Voilà ce que je veux dire. Mais ce que je voudrais comprendre, pourquoi la mayonnaise locale ne prend pas? Parce que les slogans consommer local, ça ne date pas d'aujourd'hui. On peut remonter dans l'histoire, même jusqu'à l'affaire des prénoms imposés par Mobutu Sese Seko Kuku Bendou Agalabanga au Zaïre, même au Togo avec Gnassingbé Yadema. Pourquoi la mayonnaise locale ne prend pas? C'est quoi les causes? Bon, si vous voulez, je prends la parole. Oui. En fait, à notre niveau, au niveau de notre réseau, quand nous avons essayé de réfléchir un peu pour comprendre le problème de la consommation locale, je peux le résumer, le schématiser comme ceci. Vous connaissez Lavoisier, le père de la chimie moderne, qui a dit en 1789 que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ben ça, vous n'avez pas consommé formule locale. La science est universelle. Donc, voilà. Donc, alors, quand nous prenons ce schéma-là, ça ne s'applique pas seulement à la chimie, ça peut s'appliquer à plusieurs domaines. Il suffit de le comprendre autrement. Je m'explique. Quand vous prenez l'économie, vous avez d'une part les producteurs, c'est-à-dire que les petites et moyennes entreprises qui produisent, et d'un autre côté, vous avez le marché. Vous voyez? Alors, le marché, qui dit marché, dit aussi consommateur. Donc, quand vous prenez les PME chez nous, ici en Afrique, c'est-à-dire qui représentent plus de 80% du tissu industriel, ils ont pas mal de problèmes. Les facteurs de production qui sont élevés chez nous, qui en même temps impactent sur le coût du produit. Aujourd'hui, nous avons les produits qui sont importés, qui viennent de Chine, de l'Europe, qui coûtent moins cher que nos produits locaux. Oui, parfois, le poulet importé coûte largement moins cher. Largement moins cher que le poulet produit chez nous. Comment on peut comprendre ça? Donc, voilà. Donc, les coûts de production qui sont très élevés. Vous avez le système fiscal qui est très écrasant chez nous. Voilà, on impose toutes sortes de taxes.
Et vous avez aussi un problème de compétitivité. Quand vous avez les coûts qui sont élevés, un problème de qualité qui vient s'associer, du coup, ça pose un problème de compétitivité de nos produits. Donc, nos produits ne sont plus compétitifs. Alors, de l'autre côté, vous avez le marché qui est là, avec les consommateurs qui ont un pouvoir d'achat faible. Le pouvoir d'achat chez nous est très, très, très faible. Et Le pouvoir d'achat est faible, mais ça permet d'acquérir des produits étrangers. Justement, comme je l'ai dit dans l'autre, les produits importés sont moins chers. Donc, quand vous avez un pouvoir d'achat faible et que vous allez, ce n'est plus l'envie qui guide vos choix, mais c'est votre poche qui guide maintenant votre choix. Quand vous allez devant un poulet qui coûte 3500, produit par votre frère à côté, alors qu'un poulet dans le carton qu'on appelle communément les levées du corps, qui sont importés, mais qui coûtent 1500, vous n'avez pas le choix. Oui, ce n'est pas toujours valable pour tous les produits. Hein. Moi, je vois les gens consommer du champagne, mettre des vestes haut de gamme, etc. On dit souvent que la statistique, c'est ce qui nous permet à tous de tomber d'accord. On ne peut pas parler des particularités, alors que nous avons les cas généraux. Ce dont nous parlons, c'est ce qui couvre la majorité de notre population et de notre système. Et donc, quand vous êtes en phase, en présence de ces deux éléments, à un moment donné, il va falloir que pour qu'il y ait économie, qu'il y ait marché, il va falloir que les deux se rencontrent quelque part. C'est pourquoi je parlais du système de Lavoisier. C'est-à-dire qu'il faut que les deux se rencontrent pour qu'il y ait économie, qu'il y ait développement. C'est-à-dire que le produit qu'on met à la disposition rencontre un marché. Donc, schématiser comme ça, vous comprenez donc qu'on peut décréter toute une année du consommer local, mais si ces problèmes-là, à ce deux niveaux, ne sont pas résolus, la mayonnaise ne prendra jamais. Alors, la mayonnaise ne prendra jamais. Donc, il faut agir, soit, bon, nous allons dans la deuxième phase pour la proposition de solutions, il faut agir soit de l'autre côté de l'équation, sur le prix, sur les PME, sur la production, agir soit sur le marché, et là aussi il y a des solutions, ou en même temps sur les deux leviers. Moi j'ai l'impression qu'il y a d'autres pesanteurs, peut-être psychologiques. Est-ce que c'est un problème politique? Est-ce que c'est un problème économique, comme l'a soulevé Moïse? Est-ce que c'est un problème culturel, social, technique? Est-ce qu'on peut parler de problème de communication aussi, parce que les Africains sont un peu envahis par la communication des autres? Est-ce que c'est un problème religieux? Est-ce que c'est un problème éducatif? Quels sont les facteurs de cette consommation, Emmanuel Sogadji? Merci beaucoup. Je vais ajouter un tout petit peu à ce que Moïse a dit avant de continuer sur votre question. En toute réalité, la difficulté qui réside dans le fait que la consommation locale ne peut pas prospérer pour le moment, c'est le fait que par rapport à nos producteurs locaux et en le comparant aux producteurs étrangers, les États accompagnent conséquemment ces producteurs-là dans leur pays. Et comme les agriculteurs américains, par exemple. Ils reçoivent des subventions de la part de leur État. Et les subventions permettent à ces gens producteurs-là de maîtriser les coûts de production. Et lorsque vous maîtrisez les coûts de production, vous pouvez vouloir maximiser sur l'effet de synergie. Vous maîtrisez les coûts, les charges fixes sont maîtrisées, et donc vous cherchez à produire en grande quantité. Et lorsque vous produisez en grande quantité, vous pouvez réduire le prix de vente unitaire. Et maintenant, les Africains vont courir pour dire je vais acheter en grande quantité pour pouvoir gagner plus gros. Donc, ce qui fait que si on n'arrive pas à subventionner nos producteurs, et ils seront là seulement à se forcer, et avec les difficultés d'accès au financement, et les microfinances qui demandent à un agriculteur un titre foncier, alors que dans un village, on n'a pas encore commencé, et la culture d'avoir un titre foncier n'est pas encore ancrée dans les mœurs, dans une localité, par exemple. Et donc, les obstacles de financement à ces jeunes entreprises-là sont patents. Et donc, ils ne peuvent plus continuer à produire avec l'atténuement de ces obstacles-là. Donc, pour nous, il faut subventionner les producteurs locaux de telle sorte qu'ils vont chercher à produire en grande quantité. En produisant en grande quantité, l'effet de cette synergie va s'ajouter. Maintenant, il y a un aspect de prix psychologique. On nous a appris que lorsque nos frères qui reviennent de l'extérieur, lorsqu'ils reviennent avec des tenues manches longues ou ainsi de suite, griffées de telle marque, ainsi de suite, que ce sont des tenues de haute qualité. Et donc, par conséquent, nous avons toujours cherché à acheter ces marques-là qui reviennent de l'extérieur. Et donc, nous abandonnons la tenue fabriquée à base des produits locaux et par les artisans locaux.
Donc, ça veut dire qu'il y a cet aspect de prix psychologique qui s'ensuit. Au-delà de ça, tu as posé la question de savoir est-ce que les aspects politiques, évidemment, parce que la politique est transversale à toute chose. Qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas le démarquer. Il n'y a pas une ligne de démarcation entre la politique et l'économie et ni le développement. Ce sont les politiques qui impulsent les stratégies économiques et de développement. Maintenant, si on a entre-temps des déficits, et on a des déficits en termes de stratégie politique et qui ont des répercussions sur l'appréciation des citoyens, ça a vraiment des conséquences sur le déficit de culture, de consommer local. Donc pour nous, qu'on aille avec la promotion et l'accompagnement en conséquence des producteurs locaux, aussi bien de tous les secteurs, la production agricole et avicole, qu'on appelle, et tous les autres secteurs, en les subventionnant, qu'on les encadre. Ceux qui sont du secteur informel, essayons de les amener dans le secteur formel pour que lorsque nous, en tant qu'État, nous les subventionnons, qu'en retour, par les contributions des taxes et des impôts, nous puissions récupérer ce que nous subventionnons dans l'accompagnement de ces producteurs-là. Parce que l'État a toujours peur que si je mets l'argent à la disposition en les accompagnant, s'ils ne payent pas l'impôt, ma caisse sera déficitaire. Mais la caisse ne peut pas être déficitaire si nous l'accompagnons et nous les encadrons pour qu'ils quittent le secteur informel pour le secteur formel. Parce que si on encourage les gens à demeurer dans le secteur informel, ça ne peut pas aller. Il y a aussi un aspect qui est lié à la corruption, parce que l'État peut décider, le politique peut décider, donner l'argent aux agriculteurs pour faire ça. Il y a d'autres qui tapissent dans l'ombre et qui détournent les fonds. Et donc, c'est la corruption, un vrai boulot d'étranglement. Les résultats ne sont pas... Monsieur Lassonetiel, je suis sûr que vous parlerez de technique et de normes. Non, mais je veux aborder l'affaire de pourquoi la mayonnaise ne prend pas. Oui, tout à fait. Parce que nous ne maîtrisons pas un certain nombre de paramètres dans le coût de production. Tout à l'heure, vous me demandez si nous avons à notre disposition les statistiques. Tout à l'heure, il parlait des PME, des PMI. Mais est-ce que quelqu'un peut nous donner aujourd'hui, de façon sûre, quel est le taux de production du piment du Togo, le taux de production du soja du Togo, le taux de production des ignames du Togo, etc., etc., etc. C'est sur la base de ces statistiques que des politiques peuvent être menées avec des certitudes bien claires, parce qu'on a maîtrisé les sources d'informations qui permettent de définir. Quand vous avez un paysan qui a produit peut-être 50 tonnes de maïs, 50 tonnes de riz, 50 tonnes d'igname, et que entre le moment où il a fait la récolte et le moment où ça arrive chez le consommateur, il a perdu environ 20%, 30% dû à beaucoup de paramètres, et que personne ne veut accepter de regarder ça en face. C'est ça la réalité du Togo. Si vous remontez dans les années 80, vous allez voir que le Togo avait des performances exceptionnelles et le Togo rapportait beaucoup d'argent dû à l'agriculture. On dit le Togo est essentiellement agricole, mais aujourd'hui, dans le monde paysan, malgré tous les efforts qu'ils font, etc., on a vu que le niveau de vie diminue toujours. Pourquoi ? Quand on veut aborder ce sujet, les gens ont l'habitude de dire que non, c'est pas seulement au Togo, c'est valable partout. Mais non, ce n'est pas parce que certains n'ont pas pensé à résoudre ce problème qu'on doit rester dans la masse. Il faut que le Togo sorte de cette masse où les gens acceptent que la production, une bonne partie, soit périmée ou bien soit non comestible, parce que on ne veut pas régler le problème. Quel problème ? Le problème est dû d'abord, si on prend par exemple les produits frais. Je ne connais pas aujourd'hui des centres de stockage des produits frais, parce que hier je regardais un peu l'émission concernant ADME, Consort, etc. Tout le monde sait qu'une fois qu'on a récolté, vous avez environ 72 heures pour préparer, sinon après c'est fini. Normalement, on doit être déterminé et mettre en place des zones de stockage des surgelés, où on va conditionner ces ADME, ces légumes, ces salades et consorts pour des périodes données qui vont durer peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce qui va permettre d'obtenir le résultat escompté pour les revenus du paysan. Or, quel que soit le secteur, je maintiens ce que je dis, que ce soit même les céréales, une bonne partie est non consommée. Je l'affirme, je le maintiens. Et déjà dans les années 80... Même les fruits. Hein. Même les fruits. Mais c'est seulement... Quand tout à l'heure... Quand M. Pitassa parlait de résultats, PME consort, non, il ne va pas au fond du problème. Le coût de revient de la production est élevé, c'est normal, puisque les entrants sont à un coût trop élevé pour les paysans qui ont passé des années à cultiver, mais qui sont toujours dans l'état où ils sont.
Donc, en réalité, il va falloir qu'on change de paradigme, c'est-à-dire qu'on mette en place des politiques sectorielles qui prennent en compte la conservation, le stockage et le maintien des produits dans leur état. Ça veut dire quoi? Pour ne prendre que la conservation, par exemple, Oui. ça peut ne pas être une affaire d'État telle que vous l'exprimez, c'est un besoin réel. Pourquoi les privés ne saisissent pas l'occasion pour mettre en place des centres capables de résoudre ce genre de problème? Mais merci beaucoup de poser ce problème-là. En fait, en réalité, nous avons eu à rencontrer des gens qui sont intéressés pour investir dans ce secteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, ils soulèvent tous le même problème que au ministère, j'ai été bloqué, que j'ai voulu demander d'autorisation, on m'a bloqué. Moi, j'ai eu un opérateur privé belge qui est togolais d'origine, mais qui est actuellement à la société belge, qui veut rentrer pour mettre en place des silos. Je lui ai dit, est-ce que tu as une autorisation? Parce qu'aujourd'hui, on considère que tout ce qui est grain, c'est en SAT. Mais on a vu les limites de l'ANSAT. l'ANSAT, oui. Jusqu'à ce jour, l'ANSAT n'a pas été L'Agence capable nationale de la sécurité alimentaire. Oui, du Togo. n'a pas été capable de le faire implanter au Togo dans le domaine agricole des usines de stockage et de conservation. Oui, mais est-ce que vous dites c'est bloqué au ministère là? Parce que beaucoup disent ça, mais est-ce que techniquement c'est prouvé? Qu'est-ce qui peut bloquer un bon dossier bien ficelé à un ministère, un dossier pour résoudre un problème concret tel que vous le soulevez? Non, bon, moi je vais pas trop rentrer dans des détails parce qu'en fait, et les problèmes sont multiformes. Souvent, les gens pensent que parce qu'ils sont au ministère, ils sont détenteurs du savoir et que c'est eux seuls qui doivent donner le pain béni, sinon c'est eux ou rien du tout. Et ça, le problème particulièrement dans notre pays. Et il y a des cas qu'on veut même rencontrer les ministres, c'est difficile même de le voir. Mais la réalité qui se pose, c'est que les gens, une fois qu'ils ont une délégation du pouvoir, que le chef d'État a voulu donner par l'intermédiaire du Premier ministre à eux, ils considèrent que c'est eux qui doivent faire la vie du pays. Or, le Togo a 60 ans. Aujourd'hui, il faut qu'on change de paradigme. Déjà, dans les années 80, le chef de l'État a voulu mettre des silos de conservation de céréales. On est en 2020, on parle de 1982. On est en 2020, on construit des hangars. Ça veut dire le saut, c'est régressif, c'est pas avancé. Moi, je serais pour le maintien dans chaque préfecture, ou bien même, on peut commencer par les régions, au moins d'une usine de lavage, c'est ça le mot technique, de lavage, de séchage et de stockage des céréales. Et je vais parler de ce que nous appelons la banque de céréales. C'est que vous produisez, on va faire le tri entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce qui est bon, on va laver ça proprement, on va le sécher, on va le stocker. Et en ce moment, on peut, dans une perspective de transformation, on sait ce qu'on a comme tonnage à transformer dans l'usine pour que l'usine ne tourne pas à rond, parce que l'usine doit pouvoir produire 305 jours. Donc, si on prend le cas des produits frais, il faut des hangars qui sont conditionnés sur le plan climatique pour conserver, c'est pourquoi on a des conteneurs climatiques, pour conserver le produit de tout le long de la chaîne, depuis le champ jusqu'au niveau du magasin de vente en détail. Nous avons des pistes que nous comptons bientôt adresser au chef du gouvernement actuel, parce que nous pensons qu'elle saura bien traduire la vision du chef de l'État qui veut que vraiment que l'on fasse un saut qualitatif dans la modernité, et nous pensons que le moment est venu pour ne plus se taire et attendre que la décision vienne du ministère. Avant de passer la parole aux autres, je voudrais vous prendre sur les structures de conservation des produits que vous souhaitez implanter dans la plupart des régions de votre pays. Mais est-ce que vous avez de l'électricité pour résoudre ce genre de problème? Aujourd'hui, nous avons un plan schématique qui est en cours de déploiement de ce que nous appelons l'énergie Green Light, c'est-à-dire Green Energy, qui se déploie de façon sûre et méthodique grâce à la volonté du chef de l'État. Nous pensons qu'avec ces productions d'énergie localisées avec des panneaux solaires, on a largement de quoi maintenir un centre de conservation des produits frais. Mais vous parlez du futur, c'est pas encore réel. Non, mais c'est une fois qu'on a l'énergie, c'est facile de déployer le reste. Je vous donne un cas, il y a des projets comme le Sunfarming de Kochokopé qui est dans la vision également. Il y aura une production d'énergie solaire qui va pouvoir alimenter. Aujourd'hui, nous avons quand même, mine de rien, le Togo a une couverture d'électrification non négligeable, très avancée. Et nous avons de la disponibilité. On n'a pas forcément besoin de mettre les centres de conservation à côté du champ. Ce qu'on demande dans chaque préfecture, dans leur spécialité, qu'on a des greniers au point de vue céréales,
Je vous donne un cas que les gens ne savent pas que ça existe. Nous avons dans notre technique ce que nous appelons les bêtatrons. C'est des techniques de radiation qui peuvent permettre de conserver l'ananas, conserver la mangue, conserver les papayes sur une durée de 2 ans, de 2 mois. Sans problème donné, que ça ne se détruise pas. Mais quand on a demandé à ce que le Togo signe et ratifie, ce qui vient de se faire tout récemment, la loi sur l'énergie atomique, les gens pensaient que c'est l'énergie atomique militaire. Non, c'est pas du tout ça. C'est pour une application civile qui permet de conserver les denrées alimentaires. Que vous prenez les légumes et consorts, on peut les irradier et les garder pour une longue durée. C'est ce qui fait que vous voyez, on peut transporter pendant 2 mois les bananes sans que ça ne se perde pas. Aujourd'hui, si on voit la perte sur l'igname, sur la mangue, comme il vient de le dire. Mais c'est énorme. Cela peut permettre de créer une usine de production de jus de mangue. Et ça va faire un produit local, comme le cas du Burkina Faso, où ils ont leur jus d'orange, jus de papaye, et tout le monde veut boire ce jus parce que c'est un produit local. Voilà un peu la vision. Monsieur Pitassa, à côté de ce problème de conservation, est-ce qu'il, au fond, n'existe pas aussi un autre problème lié à la disponibilité de l'information? Parce que les produits existent, mais est-ce qu'il y a méthodiquement un marché qui recense tous ces produits et les informations sont à la connaissance de ceux qui veulent bien les avoir? On a longtemps parlé de bourse agricole, d'accord, pour pouvoir disposer de ce genre d'informations. Est-ce que ça ne pose... Il n'y a pas un problème dans ce domaine-là. On peut avoir des ignames à Bassa, mais si à Lomé, quelqu'un a besoin d'ignames, il ne sait pas qu'il y en a à Bassa, et ça pose un autre problème. Merci pour la question et merci aussi au DE pour avoir insisté sur les facteurs de production, parce que c'est important que les gens comprennent ça. Maintenant, par rapport à la communication, si on faisait un saut de 10 ans dans le passé, j'allais dire que oui, ça se pose. Mais aujourd'hui, la donne change. Parce qu'il y a pas mal d'initiatives aujourd'hui pour promouvoir ou bien communiquer sur l'accessibilité. Mais des initiatives parcellaires, chacun a une petite application. Il faut que ça commence. C'est pas ça. Par exemple, à Bassa, il y a maintenant les jeunes qui sont organisés pour commercialiser l'igname eux-mêmes. Voilà. Donc, il faut que ça commence quelque part. Nous n'allons pas... un enfant ne grandit pas en une seule journée. Il faut que ça commence quelque part. Donc, c'est pas que si c'était 10 ans en arrière, j'allais dire que oui, il y a un problème de communication qui se pose. Les efforts sont faits. Aujourd'hui, vous avez la Poste aussi qui a un marché en ligne. Vous avez les boutiques avec l'ONG OADEL qui sont là, sur lesquelles on communique. Et vous avez des bouquins. Plein d'acteurs aujourd'hui s'impliquent dans la promotion du consommé local. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus dire que ça pose un problème. Oui, ce n'est pas encore parfait. Il faut en faire plus. Et je pense que ce mois d'octobre, qui est le mois de la promotion du consommé local, aussi rentre dans cette ligne de promotion et de communication autour du consommé local. Aujourd'hui, il n'y a plus de déficit d'information. Même, on parle d'igname de Bassa. On a toujours su que Bassa, c'est le grenier de l'igname du Togo. Donc, mais est-ce qu'ils sont riches? Non. Mais voilà le problème de fond. Voilà. Donc, il faut... La communication existe. Maintenant, il faut résoudre d'autres problèmes. Pour le problème d'accessibilité, comme je l'ai dit, est toujours lié aussi au pouvoir d'achat. L'accessibilité, oui. Pour aller prendre le produit, pour aller le trouver, il faut mettre les conditions en place. Par exemple, aujourd'hui, on a... Les infrastructures. Merci. Donc, je voulais en venir là, parce qu'on a un ministère aujourd'hui qui s'occupe des pistes rurales. Je pense que ça va dans cette... il y a toujours eu un ministère dédié... Ça rentre... Aujourd'hui, c'est tout un portefeuille. Non, ce qui est beaucoup plus important, ce n'est pas seulement la piste là. Ce qui est important aujourd'hui, pour que les paysans aient un pouvoir d'achat plus élevé, puissent gérer leur famille en toute responsabilité, sans avoir de pression, c'est qu'on arrive à mettre en place un stockage de ces ignames qui produisent à des tonnes et des tonnes, dont la plupart est perdue, que personne ne fait cette statistique. C'est ça la réalité du terrain. C'est que quand vous produisez que c'est perdu, ça ne se comptabilise pas. Ouais. Et c'est ça le fond du problème de notre pays. Et ça peut rejaillir sur le coût de... Mais justement, personne ne veut faire l'évaluation de la non-qualité et l'évaluation des pertes. Ça n'intéresse personne. Tout le monde regarde seulement qu'on a vendu tant, on a vendu tant. Mais non, combien on a perdu?
C'est ça la vraie question. En production d'igname, on parle de ça doucement, mais parlons des productions saisonnières telles que les patates douces, l'igname, l'arachide, les charançons, la flatocine et consorts, et puis les tomates. Les tomates. Mais aujourd'hui, quel est le tonnage de tomates qu'on arrive à commercialiser? Et la plupart de commercialisation, ce n'est pas ce qu'on mange, ça sort du Togo, mais à quel prix? Tout ceci, c'est ça qui fait que, comme on le dit, il faudra qu'on s'arrête, parce qu'on a 60 ans d'indépendance quand même. Moi, je reviens toujours à ça. Je vais ajouter quelque chose par rapport à ce que les autres ont déjà dit. Au fait, il y a quelque chose qui est lié à l'aspect qualité de ce que nos producteurs nous offrent. Je donne l'exemple. Dans les années passées, au moment où on était dans les villages, on n'avait pas des herbicides où on utilisait pour pouvoir avoir beaucoup de production, ou bien mettre la roue de côté. Mais aujourd'hui, les gens l'utilisent de telle sorte que le manioc d'hier, qui peut rester sous le sol pendant 1 an, lorsque le manioc est mûri pour qu'on puisse le récolter, 2 semaines après, ça se pourrit automatiquement sous le sol. 2 semaines, vous êtes très optimiste. Oui, parce que le manioc d'hier, 3 jours, 4 jours. Parce que le manioc d'hier, on le prenait pour faire du foufou, on le déterre, après on le met encore au sous-sol pendant des semaines pour conserver. Mais aujourd'hui, on a utilisé des produits chimiques de telle sorte que... Est-ce que l'utilisation de ces produits, est-ce que c'est réglementé? Parce qu'on va sur la place du marché, maintenant, beaucoup de produits... Il y a des produits... pour désherber... oui, il y a une liste homologuée qui a été rendue publique par le ministère de l'Agriculture. Est-ce que c'est contrôlé? Parce que quand vous allez un peu au marché, tout le monde vend... Ce n'est pas contrôlé. À l'époque où nous, on a rencontré le ministre en charge de la culture, où on lui a fait savoir, monsieur le ministre, c'est bien que vous allez prendre cette initiative de rendre public la liste, que nous, on a dû rendre public aussi dans nos canaux de distribution. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, lorsqu'on est arrivé à la décentralisation, quel que soit son visage, il faut qu'on sensibilise les gens, d'abord dans les cantons, pour que les producteurs-là, qu'on puisse les faire savoir que lorsque vous continuez, la loi vous interdit de l'utiliser. Bon, à l'époque, le ministre nous a dit qu'on va sensibiliser, parce qu'on ne peut pas aller en même temps avec la répression. Mais la sensibilisation, quand on va la commencer, et là où on en est, et alors qu'on a besoin de faire la promotion de ces produits-là. Donc nous ne pouvons pas, au niveau des organisations de consommateurs, dire faisons la promotion des produits locaux, alors que ce qu'on nous produit n'est plus de la qualité. Et ça a des effets sur notre état de santé, et également sur la génération à venir. Je voudrais interpeller l'ATN, et son directeur. Oui. Alors, qui contrôle ce secteur-là? Comment s'utilisent les pesticides, les herbicides? Quand on va un peu sur la place des marchés, on a l'impression... Bon, en fait, j'essaye d'appuyer l'action gouvernementale comme je peux, mais il va de soi que vous venez d'aborder le vrai sujet. Est-ce que nos produits qui sont sur les marchés sont dignes de confiance? C'est ça la vraie question. Il parle de qualité, mais la qualité, c'est juste un mot. Mais c'est très simple à expliquer. C'est-à-dire que je produis aux normes et je m'assure que ce que je mets sur le marché pour le consommateur soit conforme à la norme de référence que j'ai utilisée. C'est ça qu'on appelle qualité. Est-ce que les normes sont connues par les producteurs? Bon, le problème qui se pose est là, parce qu'on a passé près de 10 ans à sensibiliser, à déterminer que nous ne pouvons pas mener des politiques sans des normes. Mais à l'heure où je vous parle, jusqu'à présent, malgré les séminaires gouvernementaux, il y a au niveau des ministères, on n'a pas vu un engouement. Il y a un paramètre très simple. Ils ne le savent pas peut-être, je vais le dire ouvertement. On les appelle des parties prenantes côté gouvernement. C'est lorsque on a des ministères qui demandent des normes qu'on sait qu'ils sont en train de rentrer dans le jeu. Mais tant qu'un ministère n'aura pas demandé, j'ai besoin de normes pour telle route, j'ai besoin de normes pour telle pisciculture, j'ai besoin de normes pour ceci, on considère que le problème n'est pas encore abordé. Parce qu'il faut commencer d'abord par là. Expliquez-nous. La norme est un document consensuel où plusieurs personnes qui ont des expériences de plusieurs origines ont mis ensemble leurs pensées, leurs techniques pour faire un document consensuel qui serve à régler tous les problèmes socio-culturels. C'est-à-dire que quand je suis socio-culturel, même dans la chanson, il y a des normes. Dans la musique, tout ce qui nous entoure, c'est normalisé. Mais comme nous, on ne sait pas que
notre consommation, souvent, ce qu'on importe de l'extérieur, ça respecte des normes, c'est pourquoi c'est à des prix très bas. Nous, on n'est pas dans les normes. Tout à l'heure, je veux revenir sur ça. C'est pourquoi les prix sont très hauts. Si vous prenez, par exemple, les gens qui ont des fermes, aucun d'entre eux n'ont pas demandé quelle est la norme qui s'applique à une ferme. Et les gens qui produisent les œufs, ils n'ont jamais demandé quelle norme s'applique aux œufs. C'est quand on va arriver à ce stade que vous verrez que les prix vont dégringoler parce que tout le monde va produire aux normes de qualité. Et puis, donc, il y a des normes pour toutes les productions? Il n'y a pas un secteur qui n'a pas de normes. J'étais quelque part la dernière fois, ils s'étonnaient qu'il y a des normes sur le vin. Il y a des normes sur tout. Pour les ignorants, le producteur de Bassa, par exemple, il faudra aller lui expliquer il y a des normes de production. Il y a des normes sur les tubercules, il y a des normes sur les piments, il y a des normes sur les salades, il y a des normes sur tout, sans exception. Sur le sorabi aussi, hein. Non, le sorabi, c'est de l'alcool, c'est de la famille des alcools. Il y a des normes qui disent qu'au-delà de tel degré, voilà ce qui, etc. Oui, mais donc, en tant que directeur de l'ATN, l'Association de normalisation du Togo, est-ce que vous... L'agence togolaise de normalisation. Vous avez ces normes, est-ce que vous les connaissez, est-ce que vous les vulgarisez? Bon, nous, on est experts. Dans le domaine, on les connaît. On essaie de faire ce qu'on peut avec les moyens, peu de moyens que nous avons, que nous mettons tout en œuvre pour pouvoir convaincre les gens autour de nous et partout ces besoins sera. Mais on est étonné souvent lorsqu'on a comme le ministère du Commerce. On n'a personne du ministère du Commerce qui intervient dans la normalisation. Mais comment voulez-vous qu'il s'occupe de la partie qui concerne ce que nous appelons l'OMC, qui dit, du commerce, qui dit que dans les années 4, 5, 6, 7, tous les échanges doivent se faire par rapport aux normes pertinentes et internationales. Mais il faut que ces gens qui sont dans ces ministères eux-mêmes s'imprègnent. Parce que le problème qu'on a, le déficit est du haut jusqu'en bas. Parce que le problème, on en parle, mais personne ne s'y intéresse. Il va falloir que la décennie qui commence 2020 là, jusqu'à 2025, les termes de l'aide de mission qu'on a dans le ministère, que tout le monde change de comportement. Que tout le monde se dise que je dois apprendre moi-même. Parce que quand vous allez à une réunion, ça se voit tout de suite quand vous ne connaissez pas. Tout à l'heure, il a parlé d'un problème très, très important que je veux parler. Je parle de SPS, sanitaire et phytosanitaire. C'est ça que vous voulez parler. Voilà le jargon technique. Quand vous dites ça dans le monde entier, on sait ce que ça veut dire. Dans les dispositions de l'OMC, c'est très clair que tous les produits qui sont vendus doivent avoir une innocuité pour la santé humaine. Innocuité, c'est-à-dire ce n'est pas nuisible à la santé. Voilà, justement. Quand vous prenez n'importe quel produit, il va falloir que vous démontrez que ce produit n'est pas nuisible pour le consommateur. Comme ça, il peut faire confiance. Je n'ai pas vu des gens qui s'intéressent à ce domaine. Si vous prenez le cas de ceux qui exportent, par exemple, les noix de cajou. Lorsque j'ai rencontré les gens qui sont dans le secteur, ils disent qu'ils font du négoce. Et voilà ce qu'ils ont dit, négoce. Maintenant, quand je demande, mais vous vendez par rapport à quel norme? Non, ils n'en ont pas besoin. Qui fixe le prix? Ils ont dit que c'est les acheteurs qui fixent le prix. Voilà où nous en sommes au Togo. Alors du coup, vous comprenez pourquoi les gens qui sont dans le cajou, ils sont dans un état de pauvreté. Il y a des mains pour le soja aussi. Oui, ils sont dans un état de pauvreté avancé. Alors que dans le soja, nous avons plus de 15 normes sur le soja. Oui. Mais on a vu personne s'en intéresser. Alors on se demande, mais qu'est-ce qu'on veut? Si nous voulons sortir de ce sous-développement, il va falloir que la norme soit au centre des décisions, que ce soit gouvernemental, que ce soit le secteur privé, etc. Tout le monde doit se mettre aux normes. Oui, je vais revenir sur la question des normes, là, parce que dans la seconde partie, il me semble que si on ne règle pas ce problème, surtout dans l'entrée de la zone de libre-échange, les cas qui va commencer en 2021, comment allez-vous pouvoir exporter votre IAM du Togo vers l'extérieur ou de l'UEMOA vers l'extérieur sans respecter les normes? On va en parler tout à l'heure, mais je voudrais, il nous reste 5 minutes, vous interroger sur l'aspect idéologique, de la faiblesse de la consommation locale. Est-ce que le vrai problème ne se situe pas à ce niveau? Quand tous vos saints viennent d'ailleurs, même les noms, la langue que vous parlez, idéologiquement, votre pensée est contrôlée de l'extérieur, est-ce que ça n'agit pas sur la consommation? Je vous adresse en premier la parole, Moïse Pitassa. Bon, je ne peux pas prétendre être spécialiste de cette question, mais je donnerai un point de vue d'un citoyen lambda que je suis. Oui, et ça peut poser problème parce que tout ce que nous faisons est guidé par notre esprit. Donc nos comportements, nos choix, tout ce que nous choisissons, tout ce que nous faisons, c'est guidé par notre pensée, c'est guidé par notre... Donc il va de soi que si nos pensées sont extraverties, tournées vers l'extérieur, que notre consommation aussi soit tournée vers l'extérieur. Donc aujourd'hui, oui, nous parlons une langue qui nous appartient. Nous sommes sur ce plateau, au lieu de parler peut-être le kabyle, nous parlons le français. Et longtemps, moi, j'ai dit que la langue est un élément fort qui dit le comportement. Ça dit que si vous vous exprimez dans la langue de quelqu'un, il va dire que tout ce que vous faites soit vienne ou bien soit relié directement à cette personne ou bien à cette communauté-là. Nous parlons tous français. Quand on veut appeler la nourriture, nous l'appelons en français.
Donc, c'est que c'est bon. Dans notre subconscient, c'est que c'est bon. Et donc, pour aller choisir maintenant, donc, il faut choisir l'homme. L'esprit de l'homme est fait tellement que nous agissons en mode survie. C'est-à-dire que ce qui est bon pour nous, l'esprit conçoit les choses à travers ce qui est bon pour moi. Tout à fait. Voilà. Donc, si je trouve que la langue française est bonne, si je trouve que tout ce qui est lié, qui à vient d'ailleurs, France. il a parlé de l'exemple de ceux qui sont là-bas, qui nous portent, qui sont en constat, qui nous prouvent que quand tu te mets en constat, ça veut dire que là, tu es civilisé, là, tu es au concours. Et donc, du coup, la tendance suit. Et aujourd'hui, par rapport aux zones rurales, la langue constitue une barrière grave, sérieuse, parce que ceux-là qui sont en majorité dans le monde rural, qui sont 60% à 80% de la population, aujourd'hui en Afrique, soit au Togo ou partout ailleurs, ne comprennent pas bien, ne maîtrisent pas les rouages, les tests. Je dis, nous parlons de normes. Oui, les normes, il faut que quelqu'un puisse expliquer aux paysans, voilà ce que ça veut dire, parce qu'il ne peut pas lire. Il ne peut pas lire. Donc, oui, ce côté-là aussi, il faut qu'on y travaille. Je ne sais pas, il faut changer de langue. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas une solution magique à proposer ici tout de suite, mais il faut que la réflexion aille aussi dans ce sens. Ouais, en une minute, Emmanuel Sogadi, la religion, les langues, les idéologies, l'éducation, est-ce que le vrai problème n'est pas là? Il faut résoudre un peu cette énigme avant de... Je crois que, y compris l'éducation et la langue, ont contribué à rendre plus faible cet aspect lié à l'amour de ce que nous faisons, de ce que nous produisons. Et pour nous, notre slogan au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo, c'est de dire produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Mais malheureusement, lorsque nous utilisons une langue étrangère pour exprimer un besoin, ça veut dire qu'il y a des mots qui traduisent et qui interprètent d'une manière ou d'une autre dans notre subconscient ce que nous ne pouvons pas faire. Mais malheureusement, cette langue étrangère-là nous dit de faire ça. Et donc, pour moi et pour nous, au niveau de la Ligue, nous devons aller vers la promotion de langue locale. Et c'est comme ça qu'on suit aussi. Qu'en est-il de la religion? Pour la religion, c'est la même chose. Lorsque, par exemple, dans les temps anciens où nous, on n'était pas encore nés, lorsque les prêtres venaient, qu'est-ce qu'on disait? Pour la Sainte Seine, on prenait du vin. Le vin est produit où? De l'extérieur. Et la Sainte Seine ne devait pas automatiquement être dit qu'il faut prendre le vin importé d'ailleurs. Mais symboliquement, bibliquement, c'est pas, on a dit vin, c'est pas parce que c'est un vin qui est produit ailleurs. Mais ça doit être quelque chose qu'on doit prendre, soit peut-être que ce soit pas alcool, mais que ce soit on atténue le taux d'alcool dans On va revenir sur le sujet là. Donc, il y a le sujet, beaucoup de l'aspect théologique, avant de nous recentrer sur les solutions. Mais là, on va marquer une pause pour une nouvelle édition du journal. À tout de suite pour la seconde partie de New World Forum.